Hello et bienvenue sur le podcast Parlons Com. Je suis Bertie, la licorne de ta com et de ton business. À mon compte depuis février 2013, j'accompagne les entrepreneurs dans la mise en place d'une stratégie de communication authentique, mais surtout positive. J'aime aussi partager mon aventure entrepreneuriale pour aider ou inspirer ceux qui en ont besoin. Seul ou accompagné, je vais te parler de stratégie de communication, d'entrepreneuriat et te partager des anecdotes un petit peu croustillantes. Si ça te tente, tu es au bon endroit, alors let's go! Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Parlons Entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vais te parler un petit peu de mon quotidien de formatrice. Il faut savoir que ça fait déjà, j'ai fêté cette année en 2023 les 10 ans de l'Hosting Web, donc de mon parcours entrepreneurial. Et du coup, je fête à peu près les 9 ans de formation puisque j'ai commencé à former assez rapidement dans mon parcours. Je vais t'expliquer un petit peu comment j'ai commencé à former et surtout comment ça se passe d'être formateur au quotidien, ce que ça implique, etc. T'es prêt? Allez, c'est parti. Déjà, on revient fin 2013, début 2014, et je suis contactée par Muriel de Vendétudes, avec qui je travaille toujours aujourd'hui, donc ça fait 9 ans, qui du coup m'a demandé de pouvoir faire des formations pour son entreprise, puisqu'elle dirige un centre de formation. On s'est connus grâce à un réseau d'entrepreneuses vendéennes et le feeling a bien matché. Et donc du coup, elle avait besoin de compétences proches des miennes pour donner des formations autour des réseaux sociaux notamment. Donc, j'ai commencé à donner des formations pour son centre de formation pour elle et ça s'est très bien passé. C'est-à-dire que la relation avec elle se passe toujours super bien. La preuve, sinon on ne serait pas ensemble depuis. D'ailleurs, si jamais tu écoutes cet épisode, Mireille, je te passe le bonjour avec grand plaisir. Et par contre, j'avoue que mes toutes premières formations, j'étais très stressée. Je me rendais compte pendant la formation que j'avais fait des fautes sur les slides. J'ai l'impression que j'avais du mal à expliquer certaines choses. J'avais pas encore l'expérience de vulgariser tout ce que je disais, de trouver de trouver en fait des parallèles pour dire ça ressemblerait plutôt à ça, etc. pour que les gens comprennent bien. Donc, c'est un petit peu laborieux au début, mais au fur et à mesure, ça s'apprend et ça se met en place. Ce qui est intéressant, c'est que quand j'explique que je suis formatrice que j'interviens donc en centre de formation ou même dans des établissements scolaires, souvent on me dit ça va, ça doit être des journées cool. T'y vas, tu passes tes slides de PowerPoint et puis c'est bon quoi, t'as fini. Non, non, évidemment, tu te doutes que c'était pas le cas. Si c'était aussi simple, franchement, ça se saurait. Non, ça demande énormément de choses, en fait, déjà en amont, pendant la formation et même après. Donc ça, je vais t'expliquer un petit peu tout ça. Déjà, il y a une chose qu'on sous-estime en tant que formateur, qu'on soit formateur à temps plein ou que ce soit une partie de notre activité. Donc moi, pour ma part, c'est seulement une partie de mon activité. Il faut savoir que déjà, il faut que tu gères ton planning. C'est-à-dire que moi, déjà, ce n'est pas, c'est pas mon activité à 100%, je fais d'autres choses. Donc, il faut aussi que je planifie les sessions où je vais donner formation pour pouvoir avoir le temps pour travailler aussi pour mes autres projets, pour mes clients, etc. Et en même temps, quand je planifie, par exemple, une journée de formation, ça veut dire qu'il faut également que je planifie le moment où je vais préparer le support, tous les éléments pour la formation. Et des fois, il faut que peut-être le trajet aussi, potentiellement, sur le jour de formation, mais ça, c'est encore autre chose. Et également, des fois, le suivi derrière. Donc, une journée de 7 heures, en fait, souvent, moi, ça va me demander, je dirais, presque le double de travail. Alors, pas forcément complètement le double, hein, on est d'accord, mais je rajouterais bien un bon gros 2/3 de travail en plus, puisque du coup, pour cette heure de formation, en général, en effet, je vais vraiment travailler dessus une bonne douzaine d'heures. D'accord? Alors, évidemment, plus ça avance dans le temps, plus j'ai des formations qui sont packagées, je connais le sujet, etc. Donc, ça me demande, pour certaines en tout cas, un peu moins de travail. C'est-à-dire que je travaille moins sur le fond de la formation, puisque ça c'est ok, c'est calé, mais je travaille plus maintenant sur comment la personnaliser pour le public avec lequel je vais échanger. Quand je fais des formations avec l'UAB qui sont des artisans autour du bois, je vais personnaliser la formation pour aller dans ce sens-là. Quand je fais une formation à l'EGP avec des étudiants en design, je vais personnaliser la formation pour aller dans ce sens-là aussi. D'accord ? Donc, par rapport à ça, c'est important de l'avoir en tête. Et même si jamais tu es formateur à temps plein, c'est très compliqué. Tu peux pas, en tout cas,
moi, c'est mon avis, je ne me vois pas former du lundi au vendredi de 9h à 18h. Il faut aussi préparer les formations, il faut faire les suivis, etc. Donc, dans tous les cas, ça fait beaucoup. Moi, il faut savoir que je dispense en moyenne dans les 400 heures de formation par an, ce qui est déjà pas mal. Et donc, imagine quand il faut caler tout ça dans un planning avec plus la préparation avant et les suivis après pour certains. Donc déjà, voilà, quand tu es formateur ou formatrice, il y a un gros travail de Tetris dans ton calendrier, je trouve. Ça veut pas dire que c'est difficile et ça veut pas dire que c'est infaisable, hein, je suis pas du tout en train de dire ça. Mais c'est plus qu'il faut en être conscient pour bien le gérer, d'accord? Une formation, ça ne dure pas, enfin ça ne te prend pas le temps juste de la formation. Ça te prend plus de temps que ça, donc il faut le planifier. Je te l'ai expliqué dans un autre épisode, je te le remettrai en description où j'explique comment je gère mon temps. Et justement, le système de bloc-temps m'aide beaucoup par rapport à ça. Donc, je mets bloc-temps formation, mais je mets bloc-temps préparation aussi et suivi s'il y a du suivi. Mais bon, je fais toujours du suivi parce que moi, je fonctionne comme ça. Comme je te le disais aussi, justement, deuxième point, c'est que dans la partie préparation, il faut créer des supports. En tout cas, alors, ça ne veut pas dire que tu es obligé de faire une formation avec un PowerPoint. Alors, PowerPoint, Google Slide, moi j'avoue, je suis sur Google Slide ou des fois sur Canva aussi. Mais quand je dis PowerPoint, c'est le côté présentation voilà, sur un écran, etc. Donc, il y a des supports à créer potentiellement, pas toujours. Tu n'es pas obligé de créer un support à chaque formation que tu fais. Et moi, toutes mes formations n'ont pas forcément un support. Mais en tout cas, s'il faut en créer un, en tout cas, si c'est utile pour ta cible, pour tes apprenants, tes élèves, eh bien là, il va falloir créer le support en amont. Et dans ces cas-là, que tu crées le support ou que tu travailles ne serait-ce que sur le programme, ce qui est déjà un gros travail, en fonction des centres de formation pour lesquels tu vas travailler et ou des établissements scolaires, il va falloir respecter des programmes, des syllabus, des référentiels, des bilans de compétences, etc., etc. C'est-à-dire que souvent, une formation, c'est pas juste pour le plaisir de se former, en tout cas quand c'est encadré justement au niveau légal, etc. Ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que la personne qui se forme doit montrer que la formation déjà a un intérêt pour elle. Et ensuite, on doit montrer une évolution entre le début de la formation et la fin de la formation. Montrer que la personne a acquis de nouvelles compétences, s'est développée, etc., etc. D'accord? Donc par rapport à ça, il y a beaucoup de formations qui sont souvent assujetties justement à des financements ou qui doivent respecter l'acquisition de certaines compétences. Et donc ça, du coup, il va falloir préparer ces éléments-là en amont. Donc ça peut être aussi préparer des tests de positionnement en début de formation et en fin de formation. Ça veut dire aussi que si tu prépares un test de positionnement, il faut t'assurer que tout ce que tu as posé comme question dans le questionnaire soit bien abordé dans la formation pour être sûr que la personne, à la fin, techniquement, elle est censée avoir un 20 sur 20 à son test de positionnement de fin de formation, sur le principe, hein, bien sûr. Donc par rapport à ça, ça va être important d'avoir vraiment tous ces éléments-là en tête. Et en fonction, en effet, des formations, quand tu crées les supports, et moi ça m'arrive très régulièrement, c'est rare que je fasse un support avec uniquement des petites slides et du texte et des photos, quoi. Moi, personnellement, je rajoute très régulièrement de la vidéo, donc des tutoriels, des choses comme ça. Donc, je prends, par exemple, mon outil Loom ou Tela, je te les mettrai en description, qui sont des outils qui permettent de faire des vidéos avec de la capture d'écran, du son, et ou, si tu le souhaites, ajouter ta caméra, enfin ta webcam, comme on voit ta tête. Et en fait, avec ces éléments-là, du coup, quand je prépare des formations, en fonction des éléments dont je parle avec mes élèves, etc., je vais potentiellement rajouter des petits tutoriels. Ça peut être des tutoriels très courts, mais ça peut être des tutoriels de 5-10 minutes. Donc dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faut aussi estimer le temps pendant lequel tu vas filmer ce tutoriel, peut-être faire du montage s'il y a besoin. Moi, je fais en sorte qu'il n'y ait pas besoin de montage, clairement, je m'arrange pour. Et ensuite, l'insérer aussi dans ton support. Donc ça veut dire qu'il faut aussi avoir en tête que ton support, potentiellement, par exemple, moi, je l'envoie toujours par mail, je ne l'imprime jamais, et je déconseille fortement à mes élèves de l'imprimer. En fonction des formations que je fais, ça m'arrive d'avoir des supports qui font 130 slides, parce que quand j'ai une formation qui dure sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, bah oui, je peux pas avoir juste 10 slides, en tout cas souvent. Et à l'intérieur, justement, il y a des liens, il y a des vidéos, il y a des ressources, etc. Donc l'imprimer, ça servirait à rien, et ça permettrait juste de se couper une partie des ressources que j'ai mis à l'intérieur. D'accord ? D'ailleurs, ça, c'est quelque chose dont je viens de te parler aussi, mais c'est trouver justement les ressources dont tes élèves pourraient avoir besoin. Parce que moi, quand je travaille justement sur mon support, il y a évidemment le support que je vais présenter devant mes élèves, donc c'est-à-dire qu'en gros, celui qui va me servir d'appui pour ma présentation, pour ma formation. Mais il y a aussi le support en fait qui va être envoyé après. C'est-à-dire que, en tout cas moi je travaille comme ça, j'ai un seul support, hein,
Mais il y a des slides que je ne montre pas pendant la présentation, on va dire, et qui sont quand même dans le support pour que quand les gens le reçoivent, ils aient toutes les informations nécessaires. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une grosse slide avec un pavé de texte. Les gens le lisent, ils t'écoutent pas, etc. Ça sert à rien. Par contre, moi, je trouve ça potentiellement important et intéressant d'avoir le pavé de texte ou le tutoriel ou les éléments qu'il faut pour que quand ils reprennent ton support 3 semaines après, 1 mois, 3 mois, qu'ils disent ah oui, on avait vu ça, mais je sais plus trop. Et ben du coup, dans le support, ils ont tous les éléments. C'est aussi pour ça que je mets des liens vers des ressources pertinentes, intéressantes, qui durent aussi, parce que justement, si ta ressource elle est plus à jour au bout d'une semaine, du coup, c'est pas forcément intéressant de la mettre dans ton support que la personne reverra peut-être d'ici 3 mois. Donc voilà un petit peu par rapport à ça. Donc ça veut dire qu'il y a aussi tout ce temps de compilation d'informations. Donc quand je dis créer le support, déjà c'est définir ton scénario de formation, de quoi tu vas parler à quel moment, est-ce que tu vas leur faire des exercices, est-ce que tu vas leur faire de la pratique, de quel sujet tu vas parler, dans quel ordre tu vas l'aborder pour que ce soit cohérent et qu'ils comprennent bien. Est-ce que tu vas ajouter des liens, etc. Donc, où est-ce que tu vas les chercher? Quelles sont les sources pertinentes que tu peux ajouter? Est-ce que tu as des tutos, des choses comme ça à filmer, etc. à rajouter à l'intérieur? En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne pour mes formations. Et j'ai apporté le même soin à ma formation en ligne que j'ai développée, qui s'appelle Lost in LinkedIn. Donc, je te reparlerai un petit peu plus tard dans un autre épisode. Pas forcément pour te la vendre, t'inquiète pas, mais pour t'expliquer un peu mon retour après avoir créé une formation en ligne. Donc voilà, si tu es intéressé, n'hésite pas à t'abonner au podcast et ou à m'envoyer un petit message pour me dire que voilà, ce type d'épisode-là peut t'intéresser. Bref, je reviens à mes moutons. Donc, comme je disais, quand j'ai créé ma formation en ligne Lost in LinkedIn, c'était encore plus important pour moi parce que en fait, j'avais ce côté aussi où les gens allaient avoir accès à vie à ma formation. Donc, tant qu'elle existe, ils ont accès à tous les contenus. Donc ça veut dire aussi qu'il y a une nécessité de mise à jour, et c'est normal, et c'est très chouette, et moi de toute façon je le fais pour mes formations physiques, donc bien sûr que je vais le faire pour mes formations en ligne. Mais il y a aussi tout ce côté où les gens vont voir ton écran, tu vas pouvoir faire du partage d'écran, etc. Ils pourront faire pause, ils pourront accélérer, ils pourront ralentir, etc. Et ça peut paraître bête, mais ça change ma manière de créer mes supports. C'est-à-dire que habituellement, quand je crée mon support, justement, je me dis, il faut que les gens puissent, dans 3 mois, quand ils vont le rouvrir, avoir tous les éléments sous le coude. Mais je peux pas leur faire une formation où je me filme et je leur remets tout dans le support. C'est pas possible. Puis ça prendrait trop de temps, ce serait trop lourd. Enfin voilà. Mais dans la formation en ligne, du coup, à n'importe quel moment, quand ils veulent revoir un module, ils peuvent revoir le module en entier ou seulement même une petite partie. Et là, il y a le partage d'écran, il y a tout ça. Donc, il a fallu aussi que je réfléchisse en me disant, mais en fait, il y a des slides dans mes supports de base qui n'étaient pas utiles, en fait, pour la formation. Puisque à ce moment-là, j'allais faire du partage d'écran. À quoi ça sert que après je leur remette la slide avec l'écrit de ce que je viens de faire? On est d'accord que c'est pas logique. Donc ça m'a aussi appris justement à réorganiser un petit peu tout ça et à repenser mes supports et ma création par rapport à ça, les sources que j'allais rajouter, les bonus, les choses comme ça, etc. Deuxième chose ensuite, c'est évidemment l'animation des formations. Donc, c'est le cœur du métier, on est d'accord. Tu as tout le moment, donc potentiellement le trajet pour aller animer la formation. Donc ça, rien que ça déjà, savoir où a lieu la formation. Vérifier que tu peux te garer facilement ou pas, enfin, comment est-ce que ça se passe, est-ce que c'est payant, etc. Vérifier que tu as les bonnes horaires aussi, que le lieu est accessible facilement, que tu vas pas devoir aller chercher les clés je ne sais pas où pour revenir, etc. Ça m'est déjà arrivé, hein, je te le dis parce que je l'ai vécu, le coup de tu arrives sur place quelques minutes avant à peine et tu te dis oh c'est bon, je suis large, sauf qu'en fait il faut retourner dans le bâtiment B pour aller chercher la clé de la salle, puis retourner dans le bâtiment C pour aller ouvrir la salle, mais t'étais pas au courant. Donc le temps que tu fasses tout ça, tous les apprenants sont arrivés et en fait le temps que tu arrives, que tu ouvres la salle, que tout le monde prenne un café, la formation commence avec un quart d'heure de retard enfin voilà. Donc c'est pas l'idéal. Donc déjà moi maintenant j'essaie d'arriver toujours en avance aux formations. Alors quand je dis en avance, c'est pas 3 quarts d'heure avant, c'est pas utile. Mais j'essaie toujours d'arriver un petit peu en avance et aussi je demande toujours voilà comment ça va se passer quand je vais arriver. Où est-ce que je dois me garer? Est-ce que c'est facile de se garer? Est-ce que c'est payant? Ne serait-ce que pour que je sois au courant, tout simplement. Est-ce qu'on peut manger sur place ou pas? Est-ce que je peux manger à côté? Est-ce que le repas est compris ou pas? Parce que des fois aussi, j'ai des formations où j'y vais. En fait, ça m'est arrivé une fois d'ailleurs. J'avais pas prévu mon repas parce que je me disais que je trouverais un truc pas loin. Enfin voilà, je connaissais un petit peu le lieu. Et j'arrive et du coup, la personne me dit bon ben voilà, pause déjeuner et tout. Bon ben on t'a pris un plateau repas toi aussi et tout. Enfin, adorable, vraiment, c'était super chouette. Mais du coup, en effet, j'étais pas au courant. Donc, heureusement, entre guillemets, que j'avais pas prévu mon repas, mais vraiment, ça m'a fait très plaisir. Et puis, c'était très sympa de pouvoir déjeuner avec les élèves. Enfin, voilà, j'ai beaucoup apprécié ce passage.
Donc en fait, j'essaye de demander un petit peu aussi tout ça pour moi, que j'ai le moins de stress possible. Et également, je me souviens d'ailleurs d'une fois où j'avais une formation à Nantes et j'en avais parlé avec Charlotte, dont je t'ai déjà parlé sur ce podcast, qui m'accompagne au quotidien chez Lustin Web. Et je lui avais demandé, je dis ouais, je sais pas trop où me garer, j'espère qu'il va rester de la place. Enfin, j'étais un peu stressée. Et elle me dit, bah attends, j'ai regardé, il y a un parking en prépaiement qui est à vraiment 2 minutes à pied de la salle où tu donnes formation. Tu peux réserver ta place de parking là, maintenant, tout de suite. Et comme ça, le jour J, tu vas te garer là-bas, tu as ta place, bon, comme ça, en plus, tu as prépayé en ligne, tu es tranquille, tu n'as pas à payer sur place, etc. Et tu es sûr d'avoir une place de parking qui soit réservée. Donc ça, c'est tout bête, mais sur le moment, je dis, bah oui, bah, ça m'enlève beaucoup de poids aussi, beaucoup de charge mentale par rapport à ça. Donc, être sûr de trouver une place, être sûr d'être bien garé, être sûr d'être dans un endroit où ta voiture, elle est sécurisée, prépayer en avance, comme ça, t'as pas à te prendre la tête par rapport à ça, etc. En plus, tu connais déjà le prix, enfin voilà. Ça, c'était un gros avantage, et c'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais à chaque fois, hein, ça va dépendre de où, de comment, etc. Mais c'était important aussi pour moi d'avoir ces éléments-là, donc vraiment le côté préparer la formation en amont. Même par exemple, est-ce que il y a un parking qui est prévu? Est-ce que je dois m'adresser à quelqu'un pour avoir le droit de rentrer sur le parking? Enfin voilà. Tous ces éléments-là, moi je te conseille d'avoir un petit modèle de mail et dedans tu vas poser toutes les questions que tu as besoin de poser. Et puis quand tu travailles régulièrement avec le centre de formation, au bout d'un moment, bah, tu le sais, donc c'est bon, ça. Voilà quoi. La CCI, par exemple, à Nantes, je sais qu'il y a un parking en face, je sais ce que je dois faire pour avoir le droit de me garer sur le parking, etc. Je sais que ma voiture est dans un endroit où donc je vais pas avoir besoin de payer. Bon, c'est pas sécurisé dans le sens où c'est un parking extérieur. Enfin voilà, les gens peuvent passer à côté. Je veux dire, voilà, c'est quand même assez bien. C'est juste en face, etc. Donc c'est très pratique, notamment surtout à Nantes pour se garer. Donc tout ça aussi, ça enlève justement du stress. Je sais où est la salle de formation, je sais où est-ce que je dois demander, je sais que j'arrive à l'accueil, je dois signer, je demande les clés. Enfin voilà, je connais à force justement comment dire, le processus. Donc maintenant c'est bon. Mais voilà, je te conseille dans tous les cas d'avoir un petit modèle, de poser toutes ces questions-là en amont. Ensuite, évidemment, bah, il y a le moment où tu vas animer la formation devant les gens. Donc là déjà, bah, le but c'est déjà d'être en forme, de bien maîtriser ton sujet, d'avoir relu ton support histoire d'être à l'aise. Mais surtout, il va falloir que tu restes très attentive aux attentes des élèves parce que, et ça c'est quelque chose que je vois, je vais pas dire à chaque fois, mais très régulièrement, au fur et à mesure de la formation, ou même ne serait-ce que le matin quand tu fais le point sur bah voilà, quelles sont vos attentes, etc. Tu as des personnes qui justement, au fur et à mesure, vont avoir des attentes qui vont évoluer. Donc c'est voir comment est-ce que toi tu peux bien les accompagner, vérifier qu'elles ont quand même des réponses à leurs questions, et ou aussi leur dire peut-être des fois gentiment que bah, c'est pas le sujet de la formation et que donc par contre s'ils ont des questions ils pourront venir te voir après ou t'envoyer un mail, etc. Tu vois. Parce qu'il y a aussi des fois des personnes qui ont des questions qui ne sont pas en rapport ou qui sont trop pointues par rapport au niveau de la formation initiale, etc. Donc, il faut aussi savoir gérer ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir le côté où tu dois être attentif aux élèves, à qui décroche pas, qui est en retard ou pas, est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas compris, est-ce qu'il faut reformuler, etc., etc. Il faut être sûr que tout le monde a bien compris ce que tu as dit, être capable de créer des analogies ou des métaphores pour que ce soit plus facile à comprendre pour tout le monde. Être prête aussi à ce qu'on te pose des questions difficiles. Donc ça aussi, c'est tout à fait possible. Des fois, on va te poser une question super pointue. Alors, sache une chose, c'est que le formateur n'est pas là pour tout savoir. D'accord? Et ça, c'est très important. J'ai mis du temps à le comprendre, mais maintenant, je le vis très bien. C'est-à-dire que, bien sûr, ça m'arrive des fois qu'on me pose une colle. Et ça, que ce soit avec des élèves en scolaire ou que ce soit en formation avec des pros, bien sûr que ça m'arrive. Je ne sais pas tout. Je maîtrise mon sujet, mais je ne sais pas tout. Et puis dans la communication, il y a des choses qui évoluent. Et bien dans ces cas-là, c'est simple pour moi, j'ai deux réponses. Soit ça va être, eh bien écoute, je ne sais pas, pour la prochaine fois, je vais regarder ça et on pourra en discuter et je t'apporterai une réponse, tout simplement, parce que je ne vais pas te dire de bêtises là maintenant, je ne vais pas te dire quelque chose qui n'est pas vrai ou que je n'ai pas vérifié, point. Ou alors, ça va être tout simplement plutôt le côté, ben voilà, ben toi, qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi tu me poses cette question-là? Et essayer d'ouvrir le débat et la réflexion de manière commune avec les autres participants, parce que des fois, justement, de la réflexion collective, tu vas avoir des informations hyper intéressantes par rapport à ça. Et on peut même aller proposer aux élèves d'aller chercher eux-mêmes l'information, de se renseigner, de leur apprendre à sourcer l'info, etc. Donc, n'aie pas peur d'avoir des questions difficiles. Il faut juste que tu t'habitues à savoir y répondre, justement en disant, bah écoute, j'ai pas la réponse. Enfin, c'est pas grave de le dire, hein, pas de problème. Alors bien sûr, il faut pas que ce soit ta réponse à toutes les questions, on est d'accord. Mais pour les questions un peu plus pointues, tu peux complètement le dire.
ou expliquer, voilà, c'est pas ce qu'on doit aborder aujourd'hui, donc si tu veux, on peut en reparler plus tard, mais là, c'est pas au sujet d'aujourd'hui. Et ça, c'est pas grave de le dire, d'accord? C'est bien aussi de recadrer de temps en temps quand il y a besoin. Il faut aussi que tu penses potentiellement à gérer l'administratif ou à le compléter, donc potentiellement faire signer les feuilles d'émargement. Donc comme je te disais, créer et faire compléter des questionnaires de positionnement de début et de fin de formation. Remplir un recueil des attentes. Certains centres de formation me demandent ça, c'est-à-dire qu'on commence la formation en regardant, donc voilà, quelles sont vos attentes chacune. Et donc à ce moment-là, en plus, des fois, tu as des attentes qui n'étaient pas prévues et qui pop, on va dire, comme ça, tu fais « Ah, ok, d'accord ». Par contre, c'est toujours intéressant. Moi, je note toujours dans un coin. Et ça me permet aussi à ce moment-là, justement, directement de dire « Bon, très bien, vu tout ce que vous avez dit dans vos recueils d'attentes, vous êtes au bon endroit, dans la bonne formation, ça va bien se passer. » Et potentiellement même d'appuyer sur certains points en disant ça, on va le voir tout à l'heure, etc. Ou à l'inverse, sur cette question-là, par contre, on ne l'abordera pas aujourd'hui, c'est pas au programme, etc. Vous voyez ? Donc ça, c'est important vraiment d'avoir ce côté-là. Et puis bien sûr, une chose qu'on oublie, c'est que le fait de devoir être attentif, de devoir être dans la réaction, c'est-à-dire de pouvoir répondre aux questions, de pouvoir rebondir, etc., ça demande beaucoup d'énergie. Donc les jours où tu donnes formation, je te conseille d'avoir bien dormi, évidemment, mais surtout, si tu sens que tu as besoin de carburant dans la journée, alors évite de boire 3 litres de café, on est d'accord, mais pense à avoir peut-être une petite collation, des choses comme ça, à bien manger le midi quand même, parce que ça prend énormément d'énergie. On n'a pas l'impression, mais devoir parler, déjà tu parles beaucoup, devoir bouger, devoir aller voir l'un, l'autre, l'une, etc. De devoir avoir le cerveau qui réfléchit tout le temps pour pouvoir répondre, pour pouvoir rebondir, pour pouvoir trouver l'exemple pertinent, etc. Ça reste un exercice qui te demande beaucoup d'énergie, d'accord ? Donc, pense-y aussi, ça va être important par rapport à ça. Et puis après, bien sûr, il faut faire attention aux coups de barre. Par exemple, c'est très souvent le cas après manger. Toi, comme les élèves, vous pouvez avoir des coups de barre. Donc moi, j'essaye de planifier mes formations pour qu'on ait des phases très actives et des phases plus, on va dire, passives, mais plus calmes ou plus chill, pour que quand on sent qu'il y a une petite baisse d'énergie, genre après manger, je vais pas leur mettre tout de suite un truc magistral, etc. Voilà. Donc c'est important de l'avoir en tête par rapport à ça. Dernière chose aussi qui est importante, c'est le suivi des élèves. Donc en fonction de ce que tu vas faire comme formation, etc. Et tu peux aussi avoir besoin justement de gérer le suivi. Donc ça peut être préparer des sujets d'examen, des évaluations, les évaluer, les corriger. Donc aussi la gestion du moment de l'évaluation, la gestion du moment de la correction, rentrer les notes, faire tes retours aux élèves, saisir les notes dans le logiciel de suivi, etc., etc., etc. En entreprise, ça peut être aussi planifier des séances quelques temps après pour faire le point, avoir un suivi, etc., vérifier les points qui bloquent. En plus, ça, c'est super intéressant parce que ça va te permettre d'avoir en tête des questions que peuvent se poser justement tes élèves. Et donc, par la suite, ça peut te permettre d'améliorer ton support de formation, etc., etc. Donc, tout ça, ça va être intéressant à avoir en tête. Et c'est pour te montrer qu'en fait, le travail de formateur, formatrice, c'est pas juste j'arrive, je m'assois, je déroule mon PowerPoint et basta. C'est gérer un planning, c'est créer des supports, trouver des sources, etc. C'est animer la formation le jour J et c'est aussi le suivi potentiellement après la formation. Si jamais tu as des questions sur le métier de formateur, formatrice, etc., déjà, je vais te faire un épisode dédié sur la partie, on va dire, administrative pour les entrepreneurs parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et sinon, n'hésite pas à venir me voir en message privé, à m'envoyer un message sur Instagram ou un commentaire sur cet épisode pour me poser toutes les questions auxquelles tu souhaites que je réponde. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, laisse-moi une note et un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. S'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde, viens m'en parler sur Instagram @lostinweb ou alors par mail contact@lostin-web.fr. Je te mets toutes les infos dans la description. À très bientôt pour un nouvel épisode.